Bonjour et merci d'assister à ce temps de présentation durant lequel nous aborderons le fonctionnement des pôles d'accompagnement à la scolarité avec une vision très centrée sur les enjeux, sur les acteurs, mais également sur la manière dont on peut entrer petit à petit dans cette nouvelle philosophie PASS. En premier lieu, entrer en PASS, c'est avant tout mener une réflexion collégiale sur la manière d'apporter une réponse rapide aux besoins des élèves rencontrant des difficultés prégnantes, en abordant non seulement l'esprit de compensation que prévoit la loi de février 2005, mais bien en envisageant l'autre approche, à savoir la volonté d'accessibiliser l'école. C'est donc en envisageant les élèves reconnus comme étant en situation de handicap, nécessitant un accompagnement dans le cadre de la compensation, mais aussi en mettant en place des mesures d'adaptation pédagogique, c'est-à-dire en abordant le fait que l'environnement scolaire se doit d'évoluer pour répondre aux besoins de l'ensemble des élèves. Construire un environnement PASS, c'est envisager d'offrir aux familles, mais également à l'ensemble des équipes pédagogiques, un dispositif nouveau au service de la réussite de tous les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, en construisant des réponses pédagogiques, éducatives et sociales rapidement mises en œuvre. Nous sommes dans le cadre d'un environnement défini sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services d'éducation nationale, pour ce qui relève de l'éducation nationale, et du directeur territorial de l'Agence régionale de la santé. Dans les faits, il s'agit de proposer une réponse rapide, le plus tôt possible, dans le cadre d'une mesure d'adaptation de l'environnement pédagogique, mais également de confirmer la décision de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre d'un acte de compensation. Ce sont donc les deux pendants qui sont bien maintenus. Nous ne sommes plus dans le cadre du PIAL, où l'on était plutôt sur des mesures de gestion, meilleure gestion des moyens humains. Nous sommes dans le cadre du PASS, selon deux alternatives, l'adaptation de l'environnement et l'acte de compensation dans le cadre des mesures MDPH. Dans les faits, préparer un département, puisqu'il s'agit d'une géométrie départementale, préparer un département à entrer en PASS, c'est bien dans un premier temps respecter certains incontournables. On regarde à la fois le premier et le second degré, donc c'est bien un regard interdegré que l'on attend, puis une analyse des entités scolaires existantes sur le périmètre, qu'il s'agisse des entités scolaires publiques comme des entités scolaires privées sous contrat. On prendra en considération l'ensemble des indicateurs de construction. Dans la mesure où la notion de besoin éducatif particulier peut amener diverses interprétations relatives au profil de ces élèves, on s'en remettra au nombre d'élèves en situation de handicap sur la zone considérée. On analysera également le nombre d'accompagnants humains présents sur le territoire considéré et le nombre d'élèves scolarisés en même temps que les caractéristiques du territoire. Tout cela nous mènera à identifier un maillage précis du territoire départemental. Passer d'un fonctionnement en PIAL à celui organisé en PASS nécessitera une revisite des contrats d'accompagnement humain. C'est pour cela qu'il conviendra d'être attentif au redécoupage territorial, ayant possiblement une incidence majeure sur l'ensemble des contrats des AESH. Venons-en maintenant à des aspects plus pragmatiques concernant l'organisation d'un PASS. Il conviendra d'identifier un lieu d'accueil du binôme de proximité que constituent l'éducateur spécialisé et le coordonnateur de PASS. Pour des questions de logistique propre, un EPLE semble le lieu le plus indiqué. Du point de vue géographique, il conviendra de trouver un point central permettant de minorer par la suite les déplacements de l'ensemble des acteurs. Bien entendu, l'accessibilité du lieu sera recherchée. Pour ce faire, les collectivités en responsabilité, que sont les conseils départementaux, mais également le conseil régional, sera associé à cette recherche
dès que la cartographie départementale des PASS sera arrêtée. Pour finir sur ce sujet, préparer le déploiement en PASS, ce sera forcément identifier de manière très précise chaque entité scolaire, c'est-à-dire chaque école, chaque collège, chaque lycée, correspondant à la géographie du PASS. Il faudra bien entendu identifier la taille de l'établissement ou de l'école, la composition de cette entité scolaire, y a-t-il une ULIS, une unité d'enseignement externalisée dans l'établissement, un lien privilégié avec un service de soins, un établissement médico-social, un réseau d'aide spécialisé. Regardez de manière très précise quelles sont les spécialités du secteur médico-social, quelles sont les distances maximales à parcourir de façon à calibrer également les frais de déplacement futurs. On identifiera également les ressources qui seront à disposition. Cette dimension ne sera pas à minorer puisque par la suite, ces ressources viendront en appui des binômes de proximité, après observation et définition des besoins. On identifiera donc les ressources qui relèvent directement de l'éducation nationale, mais également de celles des partenaires de l'école, hors éducation nationale donc. Entrons maintenant dans ce que nous pourrions appeler le cœur du PASS, que forment les acteurs de premier rang de ce dispositif. Nous y trouverons donc 5 personnes, 2 groupes d'acteurs. En fait, un trio et un duo. Le trio est constitué par les pilotes du PASS. Nous y trouverons également un binôme de proximité. Nous allons revenir sur la constitution de ces 2 groupes. Aux côtés de ces 5 personnes viennent en appui des acteurs pouvant possiblement entrer dans la réflexion commune. Il s'agit de l'AESH référent ou référente, de l'enseignant référent ou référente de suivi de scolarisation des élèves en situation de handicap, enseignant suivant l'ensemble du parcours des élèves pour le coup en situation de handicap. Enfin, vient en appui donc le ou la gestionnaire des accompagnements humains, personne qui précédemment se nommait dans la géométrie PIAL, se nommait donc coordonnateur de PIAL. Venons-en maintenant au binôme de proximité, binôme qui constitue la porte d'entrée du PASS. Il est composé d'un ou d'une enseignante et d'un ou d'une éducatrice, éducateur spécialisé. Comme je le disais à l'instant, le binôme constitue la porte d'entrée du PASS. Il est en lien direct avec les équipes pédagogiques qui se posent des questions sur le devenir d'un élève. Il regarde la scolarité d'un ou d'une élève à besoin éducatif particulier. Le binôme est aussi la porte d'entrée du PASS du point de vue des familles, selon leurs sollicitations. Maintenant, nous abordons une précision d'importance. Le fonctionnement en PASS ne remet en aucun cas en cause la relation que tissent les familles et les MDPH. Le lien qu'entretiennent les familles avec le groupement d'intérêt public que constituent les maisons départementales des personnes handicapées est maintenu dans le cadre des mesures de compensation des élèves qui sont reconnus en situation de handicap. Le binôme de proximité a donc comme objectif à la fois de répondre aux besoins d'élèves en grande difficulté, sans lien identifié avec une situation de handicap, comme il a aussi pour objectif de répondre à l'ensemble des besoins des élèves en situation de handicap. En ce cas, il travaillera plus précisément avec les enseignants référents pour le suivi de la scolarisation des élèves handicapés dans le cadre de la loi de 2005. Le travail du binôme de proximité, constitué par l'enseignant et l'éducateur spécialisé dédié, sera centré avant tout sur l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des familles. Au-delà de cette écoute, il y aura observation, expertise et analyse des besoins des élèves qui ont été mentionnés par les équipes et les familles. À la suite, le binôme
proposera des réponses dans le cadre d'un plan d'action. Ce plan sera forcément coordonné et analysé dans la durée. Il pourra comporter des interventions ponctuelles sur site. Pour revenir au plan d'action proposé et concerté, il concernera les aménagements pédagogiques dans le cadre de la classe. Il concernera également une aide pédagogique et éducative mise en œuvre soit par un personnel de l'éducation nationale, soit par l'éducateur spécialisé du PASS, soit par une action coordonnée de plusieurs acteurs. La réponse aux besoins pourra également prendre la forme de la mise à disposition d'un matériel spécifique, matériel pédagogique adapté. Nous abordons maintenant le fonctionnement du trio de pilotes, constitué par le chef d'établissement accueillant le binôme de proximité, l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription concernée et le responsable de l'équipe mobile reliée au PASS, responsable employeur de l'éducateur spécialisé du binôme de proximité. Concernant les missions de ce trio, elles viennent en appui des propositions du binôme de proximité. Il s'agit dans un premier temps d'analyser les sollicitations reçues par le PASS et les modalités de réponse proposées par le binôme. Il s'agit également d'affiner les stratégies de réponse, d'envisager les phases d'évaluation, les temps d'identification des besoins, mais aussi les modes de dialogue avec les familles. Il est demandé également au trio de pilotes de décider conjointement de l'opportunité de proposer un accompagnement ponctuel d'un élève hors situation d'urgence. Nous le voyons, il s'agit bien de réguler l'action des acteurs, de confirmer ou d'infirmer les décisions prises en situation d'urgence, de façon à pouvoir répondre à l'urgence, tout en ne s'éloignant pas des objectifs fixés par le PASS. Enfin, il s'agit d'échanger sur les interventions qui sont en cours, de prioriser les demandes et de réguler les demandes d'intervention. Il est temps maintenant d'aborder les réponses aux besoins identifiés par le binôme de proximité, et je veux donc parler des ressources à disposition de ce binôme. Il est clair que sur le territoire du PASS interviennent de nombreux acteurs qui relèvent ou non de l'éducation nationale. Parmi eux figurent, bien entendu, les parents d'élèves qui sont les experts de leurs enfants, l'équipe pédagogique dans son ensemble, les éducateurs dans les écoles, dispositif spécifique pour la Bourgogne-Franche-Comté sur financement spécifique ARS. Comme ressource, on peut compter aussi sur l'équipe mobile reliée au PASS, entité donc relevant du médico-social. Les personnes ressources également, ayant comme mission première l'accompagnement des troubles neurodéveloppementaux et des troubles du spectre de l'autisme. On peut compter également sur le réseau d'aide qui est plus globalement appelé pôle ressources de premier degré. Les regards s'appuient sur des observations en classe, puis par des échanges pour validation de la part du trio de pilotes. On peut légitimement se poser des questions, la question de savoir pourquoi a-t-on besoin d'une équipe élargie? Pourquoi, au-delà du trio et du binôme, a-t-on besoin des ressources de proximité sur un territoire donné? C'est parce qu'une idée sous-tend les actions à développer, les idées selon lesquelles la pluralité de réponses construites au regard des élèves est une idée à suivre. Cela sera bien entendu sur identification des difficultés par une action de proximité structurée. Ça se fera également pendant le parcours de scolarité en application des décisions de la MDPH, mise en œuvre d'un certain nombre d'actions en termes de compensation. Cette action élargie se concevra également après première décision de compensation dans le cadre de la mise en œuvre de mesures déclenchées par la MDPH, et ceci tout au long du parcours de l'élève. Le rôle du PASS se conçoit donc dans la temporalité, à la fois dans une rapidité d'action en appui, selon une durée déterminée dans le temps, dans le cadre de mesures de premier niveau.
Le rôle du PAS se conçoit également dans la rapidité de la mise en œuvre de mesures dédiées par le GIP du conseil départemental, donc décidées par la maison départementale des personnes handicapées. Enfin, le rôle du PAS se mesure également dans le cadre de l'adaptation du suivi des mesures prises sur le parcours scolaire de l'élève, et ceci en particulier au regard de son autonomie. On conçoit donc bien le PAS selon 3 niveaux, avec l'appui de l'ensemble de la communauté, en particulier des ressources qui ont été préalablement identifiées. Je souhaiterais maintenant aborder donc 2 focales particulières existant au sein des PAS. Une première focale centrée sur le fonctionnement des équipes mobiles reliées au PAS. Et puis une seconde focale, peut-être plus spécifiquement tournée sur le fonctionnement de l'expérimentation en Bourgogne-Franche-Comté, visant à développer des éducateurs spécialisés au sein des entités scolaires. Alors je le disais préalablement, donc une première focale centrée sur le fonctionnement de l'équipe mobile reliée au PAS. Pourquoi revenir sur ce dispositif ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une évolution de ce que l'on appelle dans les départements hors PAS les équipes mobiles d'appui à la scolarité. Le fait de mentionner dans l'acronyme le lien avec le PAS n'est pas neutre. En effet, on envisage 2 dimensions au sein de l'équipe mobile reliée au PAS. On perçoit à la fois de l'aide directe et à la fois de l'aide indirecte. Concernant l'aide directe, on confie à l'équipe mobile le soin de venir en appui du binôme de proximité pour participer à l'observation de l'élève en situation scolaire, analyser les besoins et transmettre des propositions d'action au titre de sa dimension de personne ressource, et de dimension ressource. Mais on envisage également le fait que l'équipe mobile puisse sensibiliser les acteurs de l'école, au premier chef, de contribuer à faire évoluer l'ensemble des pratiques de tous les acteurs. Pour acquérir cette richesse de regard et cette diversité de propositions, on parie sur la diversité des acteurs composant l'équipe mobile. On pourra possiblement retrouver au sein de l'équipe mobile reliée au PAS des psychomotriciens, des neuropsychologues, des psychologues de jeunes enfants, des ergothérapeutes ou des psychologues, et plus si nécessaire d'ailleurs. Une petite incise concernant le département de la Côte d'Or, le plateau technique qui constitue l'équipe mobile reliée au PAS est commun à l'ensemble des organismes gestionnaires portant les éducateurs spécialisés. Cela facilite les choses en matière d'échange, mais aussi en matière d'identification des interlocuteurs. Une attention sera portée cependant sur les incidences de la refacturation des actes internes selon un aspect assez budgétaire, que je n'aborderai pas plus en détail. Deuxième petite focale concernant la place des éducateurs dans les écoles. Je parlerai là d'une expérimentation débutée en 2021 à l'initiative et sur financement de l'Agence régionale de la santé de Bourgogne-Franche-Comté, partant d'un constat simple, constat de non-couverture de l'ensemble des territoires en matière de services de soins. L'enjeu était de taille, implanter des postes d'éducateurs spécialisés au sein d'entités scolaires, c'est-à-dire au sein d'écoles, collèges et lycées, sur des zones découvertes de services de soins, après identification d'élèves notifiés non accompagnés. Le choix s'est porté sur l'implantation d'un personnel d'éducateurs spécialisés employés à temps plein par entité scolaire. Deux objectifs étaient clairement identifiés. En aide directe, il s'agissait de répondre clairement aux besoins d'élèves non encore accompagnés en service de soins de type CESAD. Le deuxième objectif était également sous-tendu. Il s'agissait de faire en sorte que la proximité d'affectation des personnels, éducation nationale et hors éducation nationale, fasse évoluer les pratiques de tous au travers d'échanges informels. Les premières phases d'évaluation de ce dispositif ont montré clairement des plus-values pour les élèves, mais également pour les équipes, qu'il s'agisse des éducateurs comme des enseignants. Il est clair que ce type de dispositif a contribué à mieux faire comprendre
la place des éducateurs dans les écoles, comme il a contribué également, auprès des éducateurs spécialisés, à mieux comprendre ce que l'on attendait de l'école. Nous sommes clairement dans ce que l'on appelle des enseignants, selon les termes de Serge Tomazet et Corinne Mérini, de l'interculturalité, comment la proximité et les temps d'échange font évoluer la compréhension de la plus-value apportée par l'autre. Il n'y a pas négation de la professionnalité de l'un ou de l'autre, mais bien acculturation et de fait conseil en interprofession. Venons-en maintenant à quelques éléments de réflexion. Dans les faits, qu'apporte le PASS? Le positionnement du binôme de proximité, appuyé par le trio de pilotes, autour de ressources identifiées a comme conséquence une ouverture de l'école à des compétences externes. Il a également comme conséquence un enrichissement des cultures professionnelles par la création d'une nouvelle culture partagée. Une attention cependant sera à porter sur l'éventuel risque de surplombance, c'est-à-dire le fait qu'une entité ou qu'une ressource puisse prendre le pas sur l'autre. On veillera donc à développer des actions conjointes d'information, de formation, d'accompagnement, de manière à éviter ce risque. Le PASS mène également à de nouveaux échanges entre les acteurs qui sont identifiés sur un même territoire. Il doit apporter le sentiment de collectif, s'enrichissant au fur et à mesure, ceci à la condition que des actions de sensibilisation et de formation, d'accompagnement soient mises en œuvre pour envisager un élargissement des réponses aux besoins des élèves. Et donc la concrétisation d'une démarche visant l'accessibilité pédagogique tout en maintenant l'effort de compensation. Il ne s'agit pas de vases communicants, minorant la compensation et développant la notion d'accessibilité pédagogique, mais bien de deux valeurs qui se mêlent, de façon à répondre à la fois aux besoins individuels, mais également aux souhaits d'évolution de l'école répondant à ces besoins. Ne nous leurrons pas, le déploiement en PASS comporte des difficultés de mise en œuvre. Parmi les freins possiblement rencontrés figurent au moins 4 points. Dans un premier lieu, la mise en œuvre d'une nouvelle organisation amène forcément un bousculement de l'existant et donc un fonctionnement des acteurs d'ores et déjà présents bouleversé par ce déploiement PASS. De fait, ce déploiement rencontre une certaine résistance au changement et le développement d'un sentiment de remise en question de la professionnalité de chaque acteur présent sur le territoire. Autre frein rencontré, c'est bien le sentiment d'illégitimité à analyser les besoins par le binôme de proximité. Ces nouveaux acteurs s'imposent dans un territoire, alors que d'autres avaient d'ores et déjà un mode de fonctionnement qui leur était propre. On peut comprendre ce sentiment premier de millefeuille et cette incompréhension du rôle de chacun. Pour éviter cela, il est indispensable de développer des mesures de communication et d'adaptation de l'existant de façon à ne pas brusquer les actions de chacun et faire comprendre la plus-value apportée par les PASS. Il ne s'agit pas d'évincer des acteurs, mais bien d'arriver à développer une organisation plus fonctionnelle, répondant à la fois aux mesures de compensation et d'accessibilité, dans un souhait de réponse rapide aux difficultés identifiées par les familles et les équipes pédagogiques. Ceci de façon à répondre à l'ensemble des besoins. Quelles précautions doit-on prendre afin que le PASS soit considéré comme bénéfique? J'aborderai cela en 6 points qui ne sont pas de même nature, mais qui devraient contribuer à faire des PASS une avancée sensible de la réponse aux besoins des élèves. Le premier point consiste à envisager les choses en anticipation, qu'il s'agisse de l'aspect géographique des choses, du périmètre des différents PASS, du cahier des charges qui sera suivi, des objectifs, des missions de chacun. Cela pourrait aller jusqu'à la définition de lettres de mission pour
encadrer le fonctionnement des personnes qui sont concernées, considérant le personnel relevant de l'éducation nationale comme des personnels qui n'en relèvent pas. Le deuxième point traitera plutôt des liens avec les partenaires de l'entité école. Il conviendra d'associer le plus tôt possible les collectivités territoriales et plus généralement l'ensemble des partenaires qui seront associés au développement des PASS de façon à rendre compréhensible leur rôle au sein des PASS et limiter les difficultés lors de l'implantation des binômes de proximité. Le troisième point abordera la prise en considération de l'ensemble des acteurs présents sur le terrain, sans prédominance des uns par rapport aux autres. Nous l'avons vu tout à l'heure, il s'agit de construire une nouvelle culture partagée qui n'est ni la culture de l'un, ni la culture de l'autre, mais un entre-deux professionnel. Cela passera bien entendu par l'organisation de temps d'échange dédiés, de temps de formation commune, d'organisation en anticipation. Pour exemple, je citerai peut-être le rôle du conseil départemental de suivi de l'école inclusive, entité qui s'avérera être une instance propice aux échanges en anticipation, tout autant qu'en explicitation des choix qui ont été pris. On pourrait également parler des réunions de réseau d'établissements, des réunions de pôles ressources dans le premier degré, ou des temps de formation des directeurs d'école. Enfin, la construction d'outils communs de suivi pourra constituer une sage précaution permettant à l'ensemble des acteurs œuvrant au sein d'un PASS de partager des informations tout en respectant la confidentialité d'un certain nombre d'informations. Venons-en maintenant à ce que l'on peut envisager de mettre en œuvre dans un département en l'attente du déploiement en PASS. Nous le savons en effet, le déploiement des PASS prendra un certain temps et nécessitera un changement dans les pratiques. Il paraît important de préparer ce passage en PASS en développant un certain nombre d'actions en anticipation. Préparer le passage en PASS, c'est aussi se poser la question de savoir comment nous allons entrer progressivement dans cette démarche visant à déployer des collectifs en réponse à des besoins identifiés d'élèves à besoins particuliers. J'aborderai cela selon 3 focales. Une focale plutôt centrée sur un aspect lié au territoire, une deuxième focale sur la prise en considération de l'évolution des missions des acteurs, et puis un troisième aspect plutôt centré sur une stratégie de communication rassurante qui associe information, formation, accompagnement de l'ensemble des acteurs dans la durée. Préparer la transition vers un fonctionnement en PASS, c'est d'abord envisager des lieux, des temps de concertation entre les différents acteurs. C'est donc transformer certaines instances en lieux de concertation, anticipant les difficultés, les choix, de façon à identifier collégialement les freins, mais aussi se servir des leviers pour faire avancer la cause du PASS. C'est faire en sorte que les comités départementaux de suivi de l'école inclusive deviennent, et cela de manière progressive et durable, de vrais espaces d'échange et de construction entre partenaires bien en amont des décisions futures. Un autre aspect lié au territoire, c'est de considérer l'écosystème PIAL pour déployer les PASS, afin de ne pas trop perturber le maillage territorial de l'accompagnement humain antérieur. Comme nous l'avons vu en début de visio, tout changement du périmètre d'intervention des AESH nécessitera forcément la modification des contrats. On veillera donc à minorer ce travail en prenant en considération la géographie des PIAL existants. Enfin, dernier point, on s'attachera à identifier le plus finement possible l'ensemble des ressources à disposition du territoire actuel du PIAL, de façon à développer le plus possible les liens entre les acteurs. Préparer le passage en PASS, c'est aussi prendre en considération l'évolution des missions de chacun. On veillera donc à rassurer tous les acteurs relevant de l'éducation nationale et n'en relevant pas sur le devenir des fonctions de chacun.
En effet, il faut arriver à convaincre qu'il n'y a pas disparition de corps de métier, mais bien remodelage, redéfinition de l'existant, de façon à répondre le mieux possible aux besoins identifiés. Il conviendra également de faire progressivement évoluer les missions des éducateurs spécialisés vers celles de futurs éducateurs spécialisés exerçant au sein des futurs binômes de proximité des PAS. Ce type de personnel devra suffisamment connaître la culture de l'école pour venir en appui des personnels de l'éducation nationale existants sur le territoire des PIAL. Enfin, concernant les missions des équipes mobiles d'appui à la scolarité, on veillera à ce que l'on fasse évoluer les missions vers la formalisation de plateaux techniques en possible observation et réponse des besoins identifiés. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nécessitera un travail construit et régulier avec les organismes gestionnaires, mais également avec l'Agence régionale de la santé, de façon à rassurer et emmener les équipes vers un devenir commun, tout en respectant la professionnalité de chacun des acteurs. Préparer la transition vers un fonctionnement en PAS, c'est enfin développer une stratégie de communication rassurante, associant information, formation et accompagnement des acteurs dans la durée. Cela passera par une recherche de fédération des actions de l'ensemble des acteurs présents sur un territoire, d'abord au niveau des responsables d'entités, puis au niveau des acteurs de premier niveau. On veillera à développer en parallèle des temps d'échange formalisés permettant de présenter les enjeux et l'organisation qui sera pressentie, mais aussi permettant à chacun de verbaliser son ressenti et voir comment il comprend la future évolution. De ce premier état découlera des temps d'échange permettant d'envisager une évolution progressive et compréhensible par tous. Cela n'exclut en rien une campagne de formation pluricatégorielle dédiée dans le cadre des plans départementaux de formation comme des plans académiques de formation. L'aspect pluricatégoriel sera recherché de façon à développer cette culture commune, partagée. Enfin, on veillera à anticiper l'entrée effective en PAS par une vaste campagne de communication prenant en considération l'ensemble des métiers existants. Elle s'attachera à expliciter à la fois l'aspect géographique des PAS, les objectifs visés, mais également les missions, les futures missions de chacun, et donc l'évolution de ces missions en faveur d'une plus grande efficacité dans la réponse aux besoins, non seulement des élèves en situation de handicap, mais bien des élèves à besoins éducatifs particuliers. Nous en arrivons à la fin de cette visio consacrée au PAS. Visio ayant pour but de mieux faire comprendre ce que sont ces pôles d'accompagnement à la scolarité. Le but étant de créer de véritables espaces d'échange aidant au développement de la notion d'accessibilité au même titre que celui de la compensation. Je tiens à vous remercier de votre écoute. N'hésitez pas à venir consulter le blog académique du groupe École Inclusive de l'Académie de Dijon, mais également à venir fréquenter les différents supports numériques sur l'ensemble des réseaux que nous avons développés depuis ces 10 dernières années. Un très grand merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.